La Ligue des économistes, une nouvelle manière d'apprendre. Très bien. Bonjour, chers étudiants. Une fois de plus, voilà, nous passons à notre troisième séance. Dans la vidéo précédente, nous parlions de la courbe d'indifférence. Nous avons défini comme l'ensemble des paniers de biens X et Y qui procurent le même niveau d'utilité au consommateur. Voilà, ou alors le lieu géométrique de la combinaison des points procurant au consommateur un même niveau de satisfaction. Ça, c'est la même chose. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les cartes d'indifférence. C'est très simple. Alors, si on prend alors toujours nos deux biens, vêtements et nocturnes, voilà, j'ai juste ajouté encore deux autres courbes d'indifférence aux deux courbes que j'avais précédemment. Précédemment, j'avais quoi? J'avais une seule courbe d'indifférence qui était U1. Donc, à U1, j'avais ajouté deux autres courbes d'indifférence. Voilà, deux autres courbes d'indifférence. J'ai là U2, U3. Au niveau de la courbe d'indifférence U1, j'ai un point, j'ai le panier D. Au niveau de la courbe d'indifférence U2, j'ai le panier B. Et au niveau de la courbe d'indifférence U3, j'ai le panier A. Alors, il faut noter qu'ici, on préfère le panier A à B et le panier B à D. Pourquoi? Je vais expliquer ça précédemment. Toutes les courbes, donc, un consommateur préfère toujours le panier qui contient plus d'utilité par rapport au panier qui contient moins d'utilité. Vous remarquez qu'ici, bon, si le panier D, ici le panier D, remarquez, si je projette là et là, vous remarquez que, bon, en faisant la somme des utilités, ce sera plus petit que lorsque je vais prendre le point B et projeter là et là. Donc, en fait, le point, la courbe d'indifférence qui est au-dessus a toujours une utilité supérieure. Donc, l'utilité que procure U2 est supérieure à l'utilité que procure U1. L'utilité que procure U3 est supérieure à l'utilité que procure U2. C'est un peu cela. C'est un peu ça. Donc, l'utilité que procure U3 est supérieure à l'utilité que procure U1 et U2. Donc, c'est l'exemple pour laquelle donc, les paniers de biens qui sont situés sur chaque courbe d'indifférence, on peut les comparer. Puisque U2 est au-dessus de U1, on dira que quoi? B est le panier est préféré au panier D. Le panier B est préféré au panier D. Et également, le panier A est préféré au panier B et au panier D. Tout simplement. Donc, à chaque courbe d'indifférence est associé un niveau d'utilité différent. Et il faut noter donc que plus la courbe est au-dessus, plus l'utilité est supérieure. C'est un peu cela. Maintenant, on va parler des propriétés des courbes d'indifférence. Nous avons trois principales propriétés d'une courbe d'indifférence. Première propriété, qui ne mange jamais à l'examen, il faut noter que la courbe d'indifférence a toujours une pente négative. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on réduit la quantité d'un bien, il faut augmenter celle de l'autre pour conserver le même niveau d'utilité. Deuxième propriété, plus on s'éloigne de l'origine, plus le niveau d'utilité augmente. C'est le principe de non-saturation, on l'a vu au niveau des graphiques. Donc vous avez vu qu'au fur et à mesure que la courbe d'indifférence dessus comme ici, donc plus, vous voyez ici, cette courbe est proche de l'origine, plus je m'éloigne de l'origine, plus la courbe d'indifférence, voilà, procure, plus le niveau d'utilité est élevé, je veux dire. Donc c'est un peu cela, c'est un peu ça. Alors, la troisième propriété, c'est quoi? La troisième propriété, c'est que deux courbes d'indifférence ne peuvent se croiser. On va parler ici du principe de transitivité. Lorsque j'ai trois biens, si le bien A est préféré au bien B et que le bien B est préféré au bien C, alors automatiquement le bien A est préféré au bien C. On va détailler ça un peu plus loin. Alors, voilà, au niveau de la troisième propriété, deux courbes d'indifférence peuvent se couper. Regardez, imaginez, ça c'est faux. U1, U2, on ne peut pas avoir deux courbes d'indifférence comme ceci. C'est impossible. Et comme on va vous expliquer comment c'est impossible. C'est même venu une fois à l'examen et sur une fiche GTD où on vous demandait d'expliquer pourquoi deux courbes d'indifférence ne peuvent se couper. Alors, regardez, imaginez, prenez la courbe d'indifférence U1. On a deux paniers, A et B. A et B, on sait que quoi? Tous les paniers de biens situés sur la même courbe d'indifférence procurent au consommateur le même niveau d'utilité. Donc, ça dit que l'utilité que procure A est pareille que l'utilité que procure B. Maintenant, prenons la courbe d'indifférence U2.
on a le point A également sur U2 et le point D. Alors, de même, on comprend que l'utilité que procure A doit être pareille que l'utilité que procure D. Mais attention, il y a quelque chose qui ne coince pas. Normalement, si la satisfaction que procure A est égale à la satisfaction que procure D, et que sur cette même courbe d'indifférence U1, la satisfaction que procure A est égale à la satisfaction que procure B, normalement, la satisfaction que procure D devait être pareille à la satisfaction que procure B. Mais ce n'est pas le cas ici. Parce que vous remarquez qu'au niveau d'ici, B, la queue de la courbe d'indifférence de U1, voilà, est au-dessus de celle de U2. Ça signifie donc que la satisfaction que procure le panier B est plus grand que la satisfaction que procure le panier D. Ce qui est contradictoire. C'est pas ce qui est contradictoire aux courbes d'indifférence. Donc ce qui fait que les deux courbes d'indifférence sont des courbes d'indifférence de deux consommateurs différents. Ça ne peut pas être pour le même consommateur. Raison pour laquelle, pour un même consommateur, deux courbes d'indifférence ne peuvent jamais se couper. Retenez ça une fois pour toutes. La raison pour laquelle vous avez UTA. UTA, ça veut dire utilité que procure le panier A est égale à l'utilité que procure le panier B. UTA, utilité que procure le panier A est encore égale à l'utilité que procure le panier D. Mais cela implique donc quoi? Normalement, l'utilité que procure le panier B doit être égale à l'utilité que procure le panier D. Point d'interrogation pour dire que mais c'est pas ce qui est là. Normalement, ça doit être ça, mais c'est pas ça qui se constate. Donc, conclusion, deux courbes d'indifférence peuvent se croiser. Donc, lorsqu'on vous pose cela à l'examen, vous allez répondre exactement comme moi, en illustrant comme ceci. Très bien, maintenant on va parler des préférences des consommateurs, des cas particuliers. On va vous parler des courbes d'indifférence particulières. Vous allez voir ici, vous remarquez que la courbe d'indifférence est une droite. Voilà, des droites. C'est ça, c'est une courbe d'indifférence. Là, on prend l'exemple du jus de pomme et le jus d'orange. Je prends l'exemple d'un sportif, il allait faire du sport. Maintenant, il a l'habitude de consommer le jus de pomme. Il a tellement soif lorsqu'il finit de faire son sport. Arrivé à la boutique, la seule boutique du coin, il arrive pour y vendre son jus de pomme. On dit le jus de pomme, bon, c'est fini, il n'y a plus. Il y a rupture du stock du jus de pomme. Qu'est-ce qu'il fait? Mince, il a soif. Alors, ce qu'il fait, c'est quoi? Il y a le jus d'orange qui est disponible. Il n'y a que le jus d'orange qui est disponible. Alors, il s'est dit, bon, ok, puisqu'il n'y a pas le jus de pomme, alors, il va devoir prendre le jus d'orange. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a substitué le jus de pomme qu'il a souvent l'habitude de consommer au jus d'orange. C'est-à-dire que quoi? Le jus de pomme et le jus d'orange sont ce qu'on appelle les substituts parfaits. Donc, leur coupe d'indifférence se représente donc par des droites que vous voyez là. Donc là, 1, comme vous voyez. Voilà donc les droites qui représentent donc les substituts parfaits. Ça, ce sont les coupes d'indifférence particulières. Donc ici, ce sont les substituts parfaits. Maintenant, de l'autre côté, nous avons le soulier gauche et le soulier droit. Bon, en bas, la chaussure. Hein. En bon français, on dit soulier. Soulier. Très bien. Là maintenant, remarquez. Alors, on a deux biens ici, le soulier droit et le soulier gauche. Alors, vous remarquez que les coupes d'indifférence sont quoi? Sont donc, on a deux droites, une droite parallèle à l'axe des ordonnées, une autre droite parallèle à l'axe des abscisses. C'est vous parlez en fait des deux biens complémentaires en fait. Le soulier gauche et le soulier droit, les deux vont ensemble. L'un ne peut aller sans l'autre en fait. C'est pour ça qu'on parle de complément parfait. Donc, si on a le soulier gauche, il faut à tout prix porter le soulier droit. Les deux vont ensemble. D'autres exemples, c'est par exemple, on peut dire la voiture et l'essence. On ne peut pas conduire la voiture sans essence. Autre chose, un cas simple, là on va dire, bon, le tapioca, le sucre. On va parler encore de quoi? La douille et l'ampoule, etc. Il y a tellement d'exemples de compléments parfaits. Donc, ça sont des coupes d'indifférence particulières. Il faut retenir ça parfaitement. Complément parfait, voilà comment ça se présente. Et puis les substituts parfaits. Exemple de substitut parfait, jus de pomme et jus d'orange. Exemple de complément parfait, le soulier gauche et le soulier droit. On va maintenant passer à ce qu'on appelle le taux marginal de substitution. C'est très simple, le taux marginal de substitution. C'est très simple. Alors si on prend deux biens X et Y, le taux marginal de substitution qu'on note le plus souvent T grand T, en majuscule T grand TMS, voilà, TMS, entre X et Y correspond à la quantité de Y que l'on est prêt à céder pour obtenir une unité supplémentaire de X, tout en gardant le même niveau d'utilité. C'est tout simplement cela. Si j'ai le beignet et le haricot, je vais manger les beignets haricots
Très bien. X, c'est les beignets et Y, c'est le haricot. J'ai mes 250. Normalement, moi, je mange souvent les beignets de 150, haricots de 50. Ça, c'est bien X, 150, 50. Maintenant, le taux marginal de substitution, c'est quoi en fait? Vous remarquez, X, j'ai bien dit X, ce sont les beignets. Donc, les beignets, je mange souvent pour 150. Et puis, Y, c'est le haricot. On va dire, le taux marginal entre X, Y, donc entre le beignet X et le haricot Y, correspond à quoi? À la quantité de haricots que je suis prêt à céder pour obtenir une unité supplémentaire du beignet. Donc, si je veux augmenter le beignet, alors je vais diminuer le haricot pour pouvoir toujours être dans mes 250. Donc, je consomme souvent les beignets de 150 et le haricot de 100 francs. Alors, si je veux augmenter les beignets, bon, supposons que je veux augmenter les beignets de 25, c'est-à-dire qu'il faut que je diminue le haricot également de 25. Donc, le taux marginal de substitution de X à Y, en fait, va être égal à quoi? 25. Donc, c'est-à-dire la quantité, en fait, de haricots que je suis prêt donc à sacrifier pour augmenter d'une unité la quantité de beignets. Un peu cela. Donc, tu sais un exemple terre à terre. Et pour calculer le taux marginal de substitution, alors, on fait tout simplement quoi? C'est égal à quoi? À moins la variation de Y sur la variation de X. Plus loin, on va dire c'est égal au rapport des utilités marginales des deux biens. Alors, graphiquement, on aura ceci. On a donc la courbe d'indifférence qu'on avait tracée précédemment, A, B, D, E, G. Voilà. A, B, D, G. Tous ces biens-là ont le même niveau de satisfaction. Alors, vous remarquez, on a E, G. On a 1, moins 1. On a ici 1, moins 2, etc. En fait, ça, c'est pour expliquer en fait le taux marginal de substitution. On va montrer plus tard comment on calcule cela. C'est en fait en termes de variation, en fait. Donc, ici, TMS égale à 6. Comment on a fait pour trouver 6? Ici, c'est 6. Donc, c'est-à-dire la quantité du bien B que je suis prêt à céder pour augmenter d'une unité la quantité du bien A. De ce côté, bon, on dit c'est égal à moins variation de V sur variation de N. Ok, bon, je vais faire une petite pause là. J'ai un appel là. Bon, je reviens pour la suite. Je vous remercie pour